aller ensemble avec nous. James Boyer, il est diplômé de l'ENA et de la Sorbonne et de l'Université Jean Moulin Lyon 3 en France en relations internationales. Il est également auteur de deux ouvrages, L'ONU et les opérations de maintien de la paix en 2010 et le Manifeste de la République pour une reconstruction politique et institutionnelle de l'État d'Haïti en 2012. Il est actuellement candidat au doctorat à l'Université du Québec en sciences politiques. Alors, Monsieur James, vous avez 15 minutes pour faire votre intervention. Monsieur James est là? Ok, d'accord. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'écoutez là. Oui, oui, on vous Bon, écoute. je salue les organisateurs de cet événement et c'est un privilège pour moi d'y prendre part. Mais il faudrait peut-être un peu corriger la présentation, peut-être qui date de plusieurs années. Je ne suis pas seulement auteur de deux ouvrages, mais plutôt pour le moment de sept ouvrages, dont cinq à titre personnel. Et mon intervention va porter sur un aspect beaucoup moins, on va dire, moins sympathique de la jeunesse. Et on a écouté pas mal d'interventions tout à l'heure et la plupart de ces interventions ont mis l'accent sur le côté, en fait, l'aspect positif de la jeunesse en termes, dans le sens que les jeunes sont capables justement d'être porteurs de changements au niveau de la société, au niveau de l'État, pour ne pas dire au niveau au- du monde en général. Et surtout, les jeunes sont aussi victimes du système politique traditionnel en Haïti. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que les jeunes sont aussi auteurs de violences, responsables de l'ensemble de violences au niveau de la société haïtienne. Voilà pourquoi que mon intervention va porter sur l'aspect psychosocial de la violence chez les jeunes dans les bidonvilles, c'est-à-dire dans les quartiers sensibles, les quartiers défavorisés. Et pourquoi il est important de parler d'évoquer ce sujet? C'est parce que dans les débats publics sur la question sur la crise de la sécurité, et la plupart des criminologues, sociologues ou même spécialistes en sécurité, ils interviennent surtout pour mettre en lumière les facteurs politiques, les facteurs institutionnels qui sont à la base de cette crise de sécurité. Et ce qui fait que le plus souvent, les facteurs psychosociaux ou facteurs psychosociologiques sont le plus souvent marginalisés, pour ne pas dire ignorés, non seulement dans les débats publics, mais aussi dans les recherches scientifiques sur la question de la sécurité en Haïti. D'où l'intérêt aujourd'hui de mettre ça en lumière. Maintenant, la démographie haïtienne, il faut le rappeler, est constituée de 54%, c'est le dernier chiffre qu'on a, 54% de jeunes de moins de 25 ans. Cela dit que c'est une démographie très jeune. Pour une démographie aussi jeune, on pourrait dire qu'il s'agit d'une aubaine dans le sens que cette jeunesse, ces bras jeunes peuvent profiter au développement du pays. Mais c'est des bras jeunes lorsque ces bras jeunes sont dans des conditions acceptables. Mais malheureusement, vous savez que en raison de déficit ou même d'absence de politique publique en faveur de cette jeunesse, les conditions ne sont pas favorables à l'exploitation, à la mise en condition justement de ces jeunes, de la majorité et de cette majorité de la population haïtienne. Voilà pourquoi que, au lieu que cette jeunesse puisse représenter une aubaine pour Haïti, pour notre société, pour notre développement, cette jeunesse représente un fardeau. Un fardeau dans le sens que certains de ces jeunes vont prendre le risque justement de verser dans la criminalité et constituer ce qu'on appelle aujourd'hui les gangs armés, parce que la plupart de ces 200 gangs armés qui ont été identifiés sur l'ensemble du territoire haïtien, dont 58%
au niveau de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, eh bien, ces gangs armés sont constitués massivement de jeunes compris entre 17 à 30 ans. Cela me permet d'évoquer, en fait, de parler, de présenter mon premier diaporama pour parler de la géographie criminelle de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, plus précisément. Et nous voyons que, parlant de cette géographie criminelle, eh bien, non seulement gangs sont composés par des jeunes, compris entre 17 à 30 ans, mais également par des individus qui sont issus soit directement de l'exode rural ou indirectement de l'exode rural. Cela veut dire que soit que yo individus ça yo né de parents qui yo né à Port-au-Prince, mais de parents qui sortent dans la province à partir de l'exode rural, mais au du moins des jeunes qui sont nés carrément en province et qui arrivent sur Port-au-Prince. Pour qui ça facteur élément ça important, c'est pour mettre l'accent sur l'absence de sentiment d'attache dans cette société de Port-au-Prince, qui prend un facteur qui pourra expliquer aussi le niveau prédatrice de cette violence. Et géographie criminelle, ça est caractérisée également par une communauté en fait, par un ensemble de communautés locales. Et communautés locales, ça y est, victimes de phénomènes de relégation urbaine. Nous connaissons que les relégations urbaines, c'est là qu'une série de quartiers, eh bien, l'État pas prend en charge, l'État marginalisé dans sa politique ou encore dans ses politiques publiques. C'est le cas pour un ensemble de quartiers dans la périphérie de Port-au-Prince, tels que Cité Soleil, Grand Ravine, Village de Dieu, etc., Bel-Air, etc. Donc, ce n'est pas étonnant également que ces quartiers, ça nous parlent plus que gang émerger là-dedans. Et géographie criminelle là caractérisée également par des jeunes qui soit yo issus de familles monoparentales ou du moins ou encore c'est des jeunes autonomes, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui laguent pour yo dans la vie. Même si yo très jeunes, des fois 14 ans, des fois 12 ans et même moins, c'est eux-mêmes qui pour chercher la vie peut-être pas yo, chercher manger peut-être pas yo. Donc ils sont très vulnérables par rapport à un ensemble d'activités criminelles, d'activités de délinquance, voire de crimes. Et faut ne parler tout, faut ne dire tout que la plupart de ces jeunes qui fait partie du groupe armé eh bien, ils sont en situation soit de décrochage scolaire ou ce sont des jeunes qui n'ont pas été scolarisés du tout. Également, c'est des jeunes qui font l'objet d'un chômage massif et qui n'ont pas de profession, ou du moins qui sont professionnellement marginalisés parce qu'ils sont sous-éduqués du point de vue professionnel. Next slide, please. Prochain slide, s'il vous plaît. Là, nous sommes capables de voir la répartition des gangs armés dans le département de l'Ouest. Évidemment, c'est une analyse qui remonte à plusieurs années, qui mérite actualiser, mais en général, pas de gros changements par rapport à nombre de gangs qui localisés sur l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans le département de l'Ouest. Et nous sommes capables de voir que là, nous dit que jeunes gangs aériens composés par des gens venant, en fait, issus de l'exode rural, eh bien, justement, c'est surtout des villes côtières, en fait, du sud du pays que sont sortis, puis ils sont capables de prendre possession de tout territoire, de tout espace qui constituait le littoral sud de Port-au-Prince, qui prend le banou, qui sortit de Carrefour jusqu'à vers Cabaret. Next slide. Là, nous gagnons un slide qui parlait des facteurs psychosociologiques de la gangstérisation des bidonvilles. Là, nous allons mettre l'accent sur le processus, non seulement d'émergence des gangs, mais le processus de la criminalisation de ces jeunes des quartiers défavorisés. Et son processus, il y a un souci avec... OK, merci. Et c'est un processus en 4 étapes. 4 étapes, c'est-à-dire 4 dynamiques.
quatre dynamiques pour que m'a énuméré et puis après m'a retourné sur pour m'expliquer. Première dynamique là, nous allons assister premièrement à une dynamique de regroupement identitaire d'un ensemble de jeunes dans les quartiers sensibles. Et nous allons passer rapidement en deuxième dynamique que nous allons baptiser de la dynamique de la mafia protectrice. Et puis nous allons passer à une troisième dynamique, c'est la dynamique de la mafia perceptrice. Et une quatrième dynamique, c'est la dynamique de la mafia prédatrice. Nous n'avons pas assisté justement à la dynamique de la mafia prédatrice, le dernier stade d'évolution de gang armé au niveau Port-au-Prince. Ça veut dire. Eh bien, on connaît, le fait que yo âgé de 17 à 25 ans, jeunes Haïtiens yo fait en sorte que yo traversé par un ensemble de sentiments et même d'envie qui fait que yo ont envie de regroupement filial, en fait de filiation. Yo à la recherche de filiation groupale qui fait que jeunes Haïtiens les habiter dans un quartier défavorisé, ils ont envie de mettre tête ensemble, puis ils ont constitué ça, les bases des quartiers. Base des quartiers, ça, notamment, il n'y a pas un gros problème, non, parce que base, ça, le plus souvent, ils permettent aux jeunes une perception de sécurité, de protection pour eux-mêmes. D'accord? Et ça permet également de développer un ensemble d'activités en groupe. Mais ça qui arrive, c'est que dynamique regroupement identitaire là, eh bien, ils permettent la multiplication de ces bases à travers ces quartiers sensibles, mais également la mise en opposition de ces bases. Dès lors, nous parlons de mise en opposition, nous pourrons parler de polarisation de ces bases qui pourraient créer les premiers facteurs de conflit communautaire et conflit intercommunautaire au niveau des quartiers sensibles. Maintenant, à partir de ce moment, eh bien, ces groupes de jeunes ou encore certaines bases, parce que je ne peux pas dire toutes, parce que toute base qui gagne dans le quartier sensible, ne pas transformer tête en gang armé, eh bien, la plupart de ces bases, eh bien, ils pourront suivre un deuxième processus que nous baptisons la dynamique de la mafia protectrice. Dynamique mafia protectrice là, c'est là que jeunes sayo, eh bien, ils regroupent peut-être en comité de quartier, puis ils sont capables plus ou moins développer des relations disons des relations utilitaires vis-à-vis de la communauté. C'est eux qui pour faire nettoyage dans le quartier, c'est eux qui pour faire venir de l'eau potable dans le quartier, c'est eux qui pour brancher les résidents sur les circuits de l'EDH, même si c'est de manière illicite. Donc, mafia protectrice, là, ils développent une relation plus ou moins positive avec la population parce que l'État n'est pas présent pour rendre service à eux, le niveau quartier sensible. Mais rapidement, je ne prends pas conscience de l'importance de la communauté locale, le quartier sensible, eh bien, je prends suivre une troisième évolution, côté on va transformer en mafia perceptrice. Mafia perceptrice là, c'est les jeunes qui ont décidé, eh bien, exiger l'argent en retour de protection que ils ont offert à la communauté. Pas oublier que le plus souvent, la police absente, l'État pas présent. Donc, ils ont remplacé l'État, ils ont remplacé la police. C'est eux qui ont suivi contre des gangs extérieurs, contre des bandits qui sont sortis dans notre quartier. Donc, ils ont taxé une série de monde qui vivent dans le quartier. C'est les acteurs, en fait, les résidents locaux. Mais ils ont commencé tout par taxer les commerçants locaux, toute activité qui a rapporté l'argent, ils ont commencé à taxer les gens qui ont fait activité ça. Jusqu'à ce qu'ils soient capables d'arriver le plus loin possible, côté, ils étendent le territoire, puis ils taxé davantage de monde et davantage de commerçants qui habitaient des territoires limitrophes aux zones et à leur propre quartier. Et puis, rapidement, ils vont passer à la quatrième dynamique. Après la mafia perceptrice, et ceci, c'est dynamique ça que n'a pas assisté depuis 2019, c'est la dynamique de la mafia prédatrice. La mafia prédatrice, oublie ça depuis 2019, parce qu'à partir de 2019, il y a des enjeux électoraux qui vont commencer à faire surface, eh bien, gang armé ça, ils vont recevoir des commandes d'acteurs politiques qui vont interagir avec eux. Le fait que gang armé ça yo ou pral greffer sur des enjeux politiques sur leurs propres enjeux criminels, eh bien, yo pral développer une violence radicale vis-à-vis de la population civile. Mais pour qui ça que nous pral assister à niveau de violence ça que nous parler de violence de nature prédatrice
tout simplement parce que nous en présence d'un ensemble de gangs qui transforment les têtes en mafia prédatrice. C'est une violence d'anéantissement de la société parce que il y a des enjeux politiques qui jouent là-dedans, mais aussi parce que certains leaders de ces gangs ou certains membres de ces gangs n'ont aucun lien d'attache avec la société, et en fait cette société et cette population, et également parce que la plupart des membres de ces gangs, eh bien, ils sont frustrés par rapport à la société de Port-au-Prince, par rapport à l'État. Donc, ils ont développé une violence vraiment prédatrice vis-à-vis de l'État. Next slide. Por favor. Là, nous allons parler des sources de rente et des facteurs de radicalisation de la violence, c'est-à-dire les sources de rente qui à la base et de facteurs de radicalisation de la violence chez les jeunes de ces quartiers sensibles au niveau de ces gangs armés. Comme nous connaissons, première source de rente de ces jeunes, c'était ça relait extorsion. Extorsion, c'est là ils taxé justement et résidents dans le quartier, ils taxé commerçants et locaux, ils taxé institutions, établissements scolaires, institutions commerciales, institutions privées, publiques qui dans la zone limitrophe à quartier contrôlé. Eh bien, la première source là, c'est source économique qui vient justement de cette dynamique d'extorsion. Même marché public qui est dans la zone là, eh bien, il y a contrôle sur le marché ça. Eh bien, rapidement, le fait que à partir de 2019, eh bien, il y a développer une violence prédatrice, eh bien, il n'y a pas besoin en pile résidents locaux qui ont moyens ou encore en pile commerçants locaux, même marché public dans la zone encore qui fonctionner, qui pour bailler revenus, mais pour que ça, il passé à l'autre source de revenus, eh bien, côté, il va essayer taxer, il fait extorsion sur des institutions tant que les institutions ministérielles, les institutions de l'État. Et à partir de ce moment, on va voir que pour l'État joindre la paix, retourner dans la zone Sayo, l'État va rentrer malheureusement dans la logique de cash for peace, côté à travers certains ministères, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires sociales, eh bien, les rumeurs rapportent que, eh bien, autorité Sayo, qu'on voyait l'argent, qu'on transférait l'argent, by leader gang Sayo, pour obtenir en retour une paix. Mais c'est jamais une paix durable, parce que à chaque fois, gang Sayo va retourner, fonctionner, retourner avec violence prédatrice là pour mettre la société haïtienne, mettre la population en danger. Nous allons passer la troisième source de revenus, c'est les sources administratives. C'est ça qui fait que ouais, on va taxer un ensemble d'institutions, notamment des institutions telles que les hôpitaux, telles que les universités. On va ouais, et institution au centre et dans la zone La Saline qui est là pour prendre en charge les citoyens par exemple. Yo pral mettre centre ça sous contrôle yo, côté yo pral exiger l'argent en retour d'une soi-disant protection. Même compagnie cellulaire qui gagne ça les antennes ou bien relais dans zone La Saline ou bien zone qui limite à La Saline, tant que compagnie digiciel etc. Yo pral exiger l'argent. Donc nous pral faut compter parmi sources de revenus autour, c'est sources administratives. Et finalement, je vais rentrer dans une dernière source de revenus, c'est les sources proprement criminelles. Tout simplement pour ça, parce que la violence étant une violence prédatrice, la majorité de ces institutions seront forcées de fermer leurs portes, marché public pas exister, donc source de revenus traditionnels, yo pral tari, eh bien, gang armé eh bien, yo pral rentrer dans kidnapping massif et dans détournement de camions de marchandises. C'est pour ça que nous voyons kidnapping, par exemple, l'année 2023, il est monté à presque 3000 pour l'année 2023, alors qu'en 2018, kidnapping sur l'ensemble de l'année était à 67. Nous sommes capables de comprendre la différence qui gagne. C'est parce que justement, kidnapping aujourd'hui, il est une première source de revenus pour ces jeunes et pour ces gangs armés dans les bidonvilles. Next slide, s'il vous plaît.
Ça va parler de stratégie de lutte contre la violence communautaire. C'est vrai que nous parlons de mécanismes d'émergence de ces gangs, de fonctionnement, de sources de revenus, mais nous ne pouvons pas quitter la présentation sans un point positif, mais pour ça que nous sommes obligés de faire des propositions et des propositions de solutions, des propositions de relèvement. Et propositions de relèvement, et nous estimons que pour solution ça, face à cette insécurité, pour que cette solution soit durable, soit efficace, il faudrait que cette solution soit intégrale, c'est-à-dire que cette solution comprend à la fois des mesures militaro-policières, des mesures de peace building, donc de construction de la paix, et des mesures de réforme de la gouvernance. Ce qui est intéressant dans ces trois catégories de mesures, c'est que chacune de ces mesures, en fonction, il va correspondre à une temporalité différente. Par exemple, mesures militaro-policières, là, avant d'entrer là-dedans, nous allons comprendre que c'est des mesures immédiates, des mesures dans le court terme. Mesures de peace building, là, c'est des mesures à moyen terme. Et bien entendu, les mesures de réforme de la gouvernance, eh bien, c'est des mesures à plus ou moins long terme. Ça n'entend pas mesures militaro-policières. Mesures militaro-policières, là, c'est là que nous estimons que face à violence de nature et prédatrice là, même si on est un secteur qui a parlé de amnistie, nous pensons que nous avons un devoir de justice, nous avons un devoir moral envers tout le monde qui est victime de la gang zayo, nous avons intérêt, l'État a intérêt pour rétablir l'autorité à travers des opérations de type répressif vis-à-vis des gangs, grâce à ces mesures militaro-policières. Mais des mesures militaro-policières qui ne correspondent à anciennes mesures que la police ou gouvernement a habitué prendre. Parce que action policière que l'État a habitué prendre contre gang, c'est des actions de coup de poing. Nous ne pouvons pas rentrer dans l'action de coup de poing, côté que nous avons des unités de la police qui font intervention ponctuelle et puis unité à retourner la caille. Non, mesures militaro-policières là supposées et suivre une logique de campagne, carrément. De campagne, côté que ou bien des unités qui étaient intervenues et qui étaient souterrains. Qui étaient souterrains pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour capable renouveler effectif là au besoin, mais personnel militaire, personnel policier, ils sont toujours présents. Et le fait que sont présents, non seulement ils ont des capacités pour harceler les gangs, ils ont des capacités pour repousser, donc pour capable conquérir de nouveaux territoires ou bien récupérer de nouveaux territoires. Et sous chaque territoire, ils reconquérir, eh bien, ils sont capables de consolider le territoire ça à partir de présence qui est toujours là, jusqu'à ce que gang fait back et jusqu'à ce que ou arriver neutraliser et les leaders de ces gangs et les membres les plus influents de ces gangs. Même si nous comprenons que certains membres de ces gangs auront toujours la possibilité de prendre la fuite, nous avons utilisé l'autre stratégie pour localiser l'espace côté pour les réfugiés, notamment dans les espaces de province, mais pour le moment, c'est à travers mesures militaro-policières de type campagne là, c'est lui qui est capable de rapporter un résultat pour bon l'encadre d'une intervention de force ou intervention armée de l'État ici. Mais ce n'est pas parce que vous arrivez détruire l'infrastructure gang là, vous arrivez neutraliser la plupart des leaders que le problème n'a été, que vous jouez une solution. Même si vous connaissez que un secteur qui est très attaché à ça, comme si que y a voyé Kenya vin arrêter gang, vin détruire gang, et puis la solution sera une solution durable. Probablement à disparaître. Mais non, nous bien connaissons que il y a l'autre facteur qui était à la base de l'émergence de ces gangs, eh bien, il faut nous venir avec d'autres mesures pour nous capables d'adresser l'autre facteur ça. Ce qui fait que à côté des mesures militaires ou policières, il faut venir avec des mesures de peace building. Et ça n'entend pas mesure de peace building, eh bien, c'est un ensemble de mesures que une série d'institutions de l'État pour mettre tête ensemble puis adopter en commun.
Ce qui fait que nous, mesures militaires ou policières, là, étaient sous de la police et sous de l'armée seulement. Eh bien, mesures de peace building, là, eh bien, il prend sous de plusieurs ministères à la fois. Pour qui ça? Parce que parmi les mesures de peace building, là, une mesure importante, eh bien, il faut l'État dégager pour le faire promotion dans les médias d'un discours de paix favorable à la pacification des territoires antérieurement occupés par les gangs. Pour qui ça? Parce que même si chef gang qui piconne chef et membre gang qui piconne yo disparaît, mais ça n'a pas fait avec les pépinières. Les pépinières qui sont là, qui sont très jeunes, qui ont 14 ans, qui ont 16 ans, soit avec eux. Eh bien, il faut capable venir avec des mesures pour capable transformer la mentalité et Timounzayo avant que Timounzayo et renforcer tête dans la logique criminelle là. Donc, il faut l'État fait promotion justement discours de paix à travers les médias. Et il faut mettre les médias à contribution dans ça tout. Et puis, parmi les mesures de peace building, eh bien, il faut compter avec des mesures de relèvement économique des communautés locales marginalisées. Et si Cité Soleil pas gang, c'est pas sans raison. Bel gang, c'est pas sans raison. La Saline, village de Dieu gang, c'est pas sans raison. C'est parce que espace géographique ça, puisque ils étaient victimes de politique de relégation urbaine comme tu as parlé, eh bien, ils fait face à quoi? Ils fait face à un chômage massif, à l'absence des infrastructures publiques de l'État, aux inégalités sociales qui transformer espace en foyer criminogène. Eh bien, il faut venir avec des mesures pour permettre, pour capitaliser jeunes avec population et notamment les femmes qui sont qui habitent ces zones. C'est seule façon où capable d'obtenir un retour de la paix de manière durable à travers des mesures de relèvement économique de ces communautés marginalisées. On continue avec mesures de peace building telles que la promotion du dialogue communautaire et de l'inclusion sociale. Et l'inclusion sociale à travers le développement des programmes de développement de l'entrepreneuriat solidaire, par exemple. Quartier ça y a pile jeune là dedans en pile jeune qui a en pile potentialité. C'est moment qu'on y a pour mettre jeunes pour bas jeunes ça l'autre alternative pour capable permettre jeunes ça exploiter potentialité ou bail au moyen ou bail aux formation ou bail aux moyens financiers mon bail aux formation tout puis capable ouvrir une série de petits business qui capable de créer richesse dans la zone. Non seulement petit business ça va créer richesse, mais mieux encore c'est que petit business ça façon yo développe petit business ça à travers la logique de l'entrepreneuriat solidaire, de l'entrepreneuriat social, yo pral développer, yo pral consolider les liens sociaux, le tissu social dans ces zones. Donc si avant de gagner des conflits intercommunautaires, eh bien conflits intercommunautaires ça pral réduit grâce au développement et de ces liens sociaux, grâce à cette reconstitution du tissu social dans ce quartier. Nous avons comme mesure également le développement d'une culture de police communautaire. La première mesure militaire ou policière, là, c'est les unités répressives de la police qui sont intervenues. Mais la deuxième catégorie de mesures peace building, là, la police qui a toujours intervenu, mais c'est un type de police. C'est la police communautaire, ça veut dire la police de proximité qui va développer une autre approche qui pourra permettre de réduire de manière préventive et la criminalité et la délinquance et les comportements agressifs chez les jeunes dans ces quartiers. Il faut parler tout de l'amélioration de l'accès de ces populations marginalisées définitivement aux services de base, tels que l'hôpital. Il faut créer plus d'hôpital, il faut créer plus de routes. Déjà, c'est parce que pas de route qui fait que la police pas intervenir de manière régulière, zone ça inaccessible parce que l'infrastructure fait en sorte que zone ça sanctuarisée. Eh bien, faut capable de créer de nouvelles infrastructures pour faire en sorte que zone ça open et vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la police. Nous allons passer le dernier type de mesure là, troisième catégorie pour nous terminer. C'est les mesures de réforme, vous m'êtes retourné, c'est les mesures de réforme de la gouvernance. Mesures de réforme de la gouvernance, là, eh bien, pas oublier que, à la base, les autres facteurs qui sont déterminants dans la structuration de cette violence chez les jeunes, de ces quartiers sensibles,
c'est les déficits de politique publique. Et il y a un pile d'intervenants qui pas raté l'occasion pour mettre accent sur ça. Les déficits de politique publique. Politique publique de jeunesse, certainement. Politique publique d'emploi et déficit de politique publique d'emploi, certainement. Mais tout déficit, ça, il est lié à qui ça? Il est lié à une mauvaise gouvernance politique, une mauvaise gouvernance territoriale, une mauvaise gouvernance budgétaire. Eh bien, l'État, dans cette temporalité qui est sur le long terme, qui est allée sur le long terme, eh bien, il prend les moyens pour élaborer et implémenter de nouvelles politiques publiques pour améliorer la qualité de la gouvernance politique, de la gouvernance démocratique, de la gouvernance territoriale à travers un ensemble de politiques publiques, tant que politique publique de jeunesse, politique publique et d'emploi, même politique publique et dans le domaine agricole également, qui pourra non seulement réduire considérablement, sinon éliminer phénomène insécurité alimentaire là, mais qui pourra permettre à une série de jeunes de joindre crédit puis capable de créer des entrepreneurs, en fait, des entreprises innovantes et qui liées avec question de transformation des produits agricoles. Et c'est sur ce point, je vous dis merci. D'accord, merci, Monsieur James Boyard, pour votre intervention.